qu'un outil de formation. Voilà qui nous sommes. Avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on fasse un peu de vocabulaire. Parce qu'on entend plein de choses. On entend e-learning, blended learning, serious game, MOOC, etc. Et chaque fois, on constate la même chose. On a des phénomènes de chapelle, on a des phénomènes de gourou, on a des phénomènes de secte. Et le propre du gourou d'une secte, c'est de vouer aux gémonies toutes les sectes qui l'ont précédé. Donc il n'y a que lui qui a la science infuse et rien n'existait avant lui. Donc je voudrais qu'on fasse un peu de vocabulaire. Ça leur permettre de remettre un certain nombre de choses à leur place. E-learning, ensemble de solutions permettant l'apprentissage par des moyens électroniques. Blended learning. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des amateurs de scotch. Dans les whiskies, il y a les pure malt et il y a le blended. Donc le blended, c'est du mélange. Donc le blended learning, c'est du mélange d'un certain nombre de méthodes pédagogiques. Présentiel, le distanciel asynchrone, ça va être les modules e-learning, ça va être des quiz, ça va être des évaluations. Le distanciel synchrone, c'est la classe virtuelle. On continue dans nos définitions. Social learning, développement des savoirs, aptitude par la connexion aux autres, par n'importe quel système. Classe virtuelle, formation menée en direct entre un formateur et des apprenants. Serious game, outils utilisant des nouvelles technologies, etc. Un message pédagogique. Et les MOOC, cours en ligne ouverts et massifs, avec lors de leurs variantes, le COOC, du MOOC il est devenu corporate, et le SPOC il est devenu small et private. Ce n'étaient pas les définitions complètes que je voulais mettre en avant, c'était que dans chacune des définitions, on retrouvait le mot pédagogie, on retrouvait le mot apprentissage, on retrouvait le mot formation. Et que donc, tout ça, tout ce dont on parle là, on est toujours sur la formation, on est toujours sur le learning, mais simplement avec un certain nombre d'outils qui sont maintenant à notre disposition. En 2001, je n'avais qu'un rétroprojecteur et des transparents qu'on arrivait à fabriquer quand ils ne brûlaient pas dans le four de la photocopieuse. Et maintenant, j'ai tout ça. Mais derrière, c'est toujours la pédagogie, c'est toujours le boulot du formateur. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de réfléchir dans 3 directions. Mise en place du e-learning, gestion du e-learning, accompagnement du e-learning. Sur la mise en place, identifier le couple. Quel couple? Besoin de compétences, réponse de formation. Une réponse 100% e-learning, oui, ça va bien pour certains apprenants. Pour certains apprenants qui maîtrisent les fondamentaux. Je vais prendre un exemple de module qu'on est en train de livrer à l'heure actuelle, comme on les livre tous les ans. Actualité fiscale, millésimée, année 2015. Mais si je veux faire un module d'actualité fiscale sur ce qu'il y a d'intéressant et qui modifie les choses dans la loi de finances pour 2015, encore faut-il que je m'adresse à des gens qui maîtrisent les fondamentaux. On l'avait livré le module il y a quelques années à une grande compagnie d'assurance. La responsable de formation m'appelle, elle me dit, dans votre module, vous dites à un moment que le seuil de déclenchement des plus-values, machin, etc., a disparu. Ben, je lui dis oui. Puis là, on a l'angoisse tout d'un coup qui monte. Attends, est-ce que j'ai dit une connerie? Non. Elle me dit tout simplement, vous dites que le seuil a disparu, mais les populations à qui je destine le module, pour certains, ils ne savaient même pas qu'il y avait un seuil. Effectivement, c'est élémentaire. En 45 minutes, je ne peux pas vous apprendre à comment remplir votre feuille d'impôt, votre déclaration de revenus. Donc, il y a des populations avec lesquelles on ne va pas pouvoir travailler en 100% e-learning, mais il y a des populations avec lesquelles il va falloir revenir sur du présentiel, parce qu'il me faut un jour ou deux pour leur apprendre les bases de la fiscalité. Et puis, il y a des populations avec lesquels on va pouvoir faire du blended. On va faire du e-learning en amont et puis on va les prendre une demi-journée sur des cas concrets, sur du remplissage de dossiers pour vérifier que les choses sont faites. Et ça, c'est valable dans tous les métiers. Deuxième chose, réfléchir à une réponse blended. Je redécris là finalement ce qu'on a fait en 2002-2003, sauf qu'à l'époque, il y avait un truc qu'on n'avait pas, c'était ça. Mais on avait bien mis en place un test de positionnement
Ce test de positionnement déclenchait le e-learning, c'est-à-dire que le test, ce n'est pas un test, vous avez X%, c'est d'ailleurs un test où, dans le métier, quelles sont les compétences nécessaires pour exercer le métier. Et on va les lister. Allez, 5, 6, 10 compétences majeures. Sur chacune de ces compétences majeures, un certain nombre de questions. Et il faut qu'on soit capable, à la restitution du test, de dire la compétence 1, il est OK, il n'a pas besoin de formation. Les compétences 2 et 3, il faudrait. La compétence 4, c'est absolument indispensable. À partir de là, on part en e-learning. Maintenant, je ferai un ancrage du e-learning en classe virtuelle. Pourquoi? Parce que ça va me permettre d'avoir le face-à-face entre un formateur et les apprenants sans avoir les déplacements. Mais ça va me permettre de vérifier que les fondamentaux ont été acquis et qu'on va pouvoir, derrière, passer à l'application en présentiel. Derrière, on pourrait utiliser le social learning. On va valider le cas échéant avec un serious game. Personnellement, mais ça n'engage que moi, je ne crois pas, ou je crois très peu, au serious game comme outil d'apprentissage des fondamentaux. Je n'ai pas eu le temps, avant de démarrer, de regarder le listing de qui nous sommes, mais je suis persuadé que si je vous demandais lesquels d'entre vous travaillent dans des métiers ou des professions où on a un corpus réglementaire extrêmement prégnant, à l'heure actuelle, j'ai la majorité de la salle qui lève le bras. D'accord ? Dans des conditions comme ça, je ne peux pas laisser l'apprentissage sous forme de serious game. J'ai un corpus de base du métier, un corpus réglementaire à maîtriser. Je pourrais faire du serious game après, en accompagnement, en test, en validation, etc. Mais pas sur l'acquisition des fondamentaux. Des tests de validation, qui peuvent, le cas échéant, aller jusqu'à la validation, être en partie le processus de validation dans l'emploi, du suivi en e-training et du maintien des connaissances en rapid learning. Et là aussi, je voudrais faire un peu de vocabulaire. Le rapid learning est un e-learning que l'apprenant va pouvoir dérouler rapidement. Ça n'est pas un e-learning qui a été fait à la va-vite par le constructeur. Ne pas oublier que formation rime avec pédagogie. Le e-learning suppose une pédagogie qui tienne compte des styles d'apprentissage. Alors on a l'habitude, je sais qu'il y en a qui disent que ce n'est pas vrai, mais pour le moment on va s'appuyer là-dessus. On est tous plus ou moins auditifs, c'est-à-dire qu'on apprend, on enregistre, on communique par la voix. On est tous plus ou moins des visuels, il nous faut l'image. Et on est tous plus ou moins des kinesthésiques, c'est-à-dire on communique par le toucher. Donc, dans une réponse e-learning, à l'écran, je ne sais pas qui j'ai en face de moi. Quand je suis dans une salle, je vois très bien ceux qui me regardent parler et ceux à qui il faut que je fasse des dessins au paperboard ou que j'utilise un PowerPoint. Devant l'écran, je ne sais pas. Donc, il faut que moi, j'ai une réponse, que j'ai une construction, que j'ai un produit qui réponde au moins à ces deux-là. Je ne sais pas encore, à l'heure actuelle, gérer les kinesthésiques. Je ne peux pas sortir le bras de l'écran pour lui dire « T'as vu ce que je t'ai dit là ?» D'accord ? Mais il faut au moins que je puisse gérer les deux autres. Distinguer le e-learning du e-reading. C'est quoi le e-reading? C'est un joli décor dans lequel vous avez des fichiers Word qui défilent. Travailler à la profondeur de champ. Pour moi, cette histoire de profondeur de champ, c'est quelque chose de fondamental. Si je pars du principe que dans une construction en blended, j'ai proposé aux gens l'acquisition d'un certain nombre de connaissances de base en e-learning, et qu'ensuite j'ai du présentiel, du vrai présentiel ou de la classe virtuelle, peu importe, où on va les faire travailler sur quelque chose, l'animateur en présentiel ou l'animateur de la classe virtuelle, lui, il a préparé une séquence d'application d'un certain nombre de choses. Ce qui veut dire que les connaissances fondamentales en amont doivent avoir été acquises avec une profondeur suffisante pour passer à l'application. Si c'est juste du saupoudrage, si c'est juste le sommaire d'un que sais-je qu'on a vu en e-learning, je ne vois pas l'intérêt. Social learning, s'enrichir de l'expérience des autres, échanger sur les bonnes pratiques. Pour la même raison que tout à l'heure, un certain nombre d'entre nous travaillent sur des métiers qui sont réglementés, qui sont contraints.
Je ne peux pas laisser l'apprentissage se faire comme ça en live en social learning. Par contre, l'acquisition de bonnes pratiques. Et j'ai un exemple. On était dans le transport routier de marchandises. Et ces réseaux sociaux ont tout simplement servi à certains chauffeurs à se donner les ficelles sur le franchissement de la frontière entre l'Autriche et la Tchécoslovaquie. Enfin, la République tchèque maintenant. Et ça, ce n'était pas dans le e-learning, ce n'était pas dans l'apprentissage. Ça, c'était sur les réseaux sociaux. D'accord ? Nécessité d'un modérateur expert. Vous ne pouvez pas laisser les réseaux sociaux se lâcher sur des thèmes qui sont des thèmes de compétences professionnelles chez vous. Sinon, on risque d'avoir exactement la même chose que sur certains forums Internet, où on pose une question et où vous avez des réponses qui sont du grand n'importe quoi. Vous ne pouvez pas laisser faire ça à l'intérieur de l'entreprise sur les métiers qui sont les métiers de l'entreprise. Ce qui veut dire que si vous ouvrez les réseaux sociaux à la discussion entre les apprenants, il vous faut absolument des modérateurs, parce qu'il faut que quelqu'un soit capable à un moment de dire « Stop, ce que Tartampion a dit, c'est pas vrai. Attention, voilà comment ça se passe. » Là, j'attire votre attention là-dessus, c'est très important. Le verrouillage entre les compétences. Valider les prérequis, suivre la progression, assurer le suivi et les relances. Et éventuellement, je suis désolé d'en arriver là, mais il va falloir fliquer à certains moments et fixer des barrages pour l'accès au présentiel. Pour la même raison que celle que j'évoquais tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était la profondeur de champ, où les gens n'ont pas les fondamentaux sur lesquels le formateur entend s'appuyer. Là non plus, je ne peux pas laisser des gens à qui j'ai laissé un mois pour faire 5-6 heures de formation arriver et quand on fait le tour de table au départ, alors le e-learning, c'est fait, c'est bon? Ah ben j'ai pas eu le temps. Ah ben je l'ai fait hier après-midi, oh putain 5 heures, fatigant, hein, surtout le dimanche. D'accord? Ça c'est pas possible, c'est pas acceptable. Donc là aussi, l'animateur professionnel, il va faire le zouave, il va faire le pitre, il va gesticuler comme Shiva, il va s'en sortir. Le pauvre animateur occasionnel, il ne s'en sortira pas. E-learning tutoré, ne pas laisser l'apprenant seul face à l'écran, assurer la correction d'éventuels travaux d'application, être à même de répondre aux questions de base. On dit souvent que 70% des compétences métiers s'acquièrent sur le poste de travail, par contact avec les collègues. Et voilà les collègues. On a tous le nez dans le guidon, donc il ne faut pas rêver. Cet apprentissage informel par observation de l'autre, il est peut-être plus qu'on connaissait il y a quelques années ou il y a quelques dizaines d'années. On n'a plus le temps, on a tous le nez dans le guidon. Donc, pourquoi ne pas reformaliser les choses? Prenez les hiérarchiques de proximité, prenez les gens qui sont déjà un petit peu experts sur place et faisons-en des tuteurs. Assurer les conditions de l'apprentissage, permettre à l'apprenant de s'isoler. Ce n'est pas évident d'avoir une salle avec un poste dédié. Pensez au matériel. Si on a des postes formation dédiés, un ordinateur récent, un navigateur d'une génération qui supporte les modules, une carte son. Il y a 3 populations. Il y a au moins, deux populations qui risquent de mal vivre la mise en place du e-learning, je dirais même l'irruption du e-learning. Il y a parfois les stagiaires, il y a les animateurs, et puis ici, je savais bien que j'avais 3 populations. Et puis il y a les experts. Les animateurs, il y a le e-learning qui arrive, ça y est, on me pique mon boulot. Alors j'ai vécu ça, moi, avec la formation en sécurité incendie. On est sur un site industriel, les pompiers sont là à demeure. J'ai un corps de pompiers dans l'usine. Et la RH dit, tiens, la formation incendie, au moins les extincteurs, les machins comme ça, on va passer ça en e-learning. Réunion, la RH, les pompiers, moi. Les pompiers, ça a des grosses bottes. Et quand ça freine avec ces grosses bottes, ça freine fort, les pompiers. Donc eux, ils sont persuadés qu'on va leur piquer leur boulot. Donc j'ai dit, bon, là, j'ai pas longtemps, je dois avoir 15 ou 20 secondes pour essayer de retourner la salle. Donc je leur ai dit, écoutez, on va prendre un exemple. Allez, on est début novembre. Il y a un petit peu de pluie, là, il fait mauvais, il pleut, et vous en avez 15 ou 20 dans la cour, là, ils sont complètement frigorifiés, ils sont transis, et ils sont là pour la formation annuelle obligatoire à la sécurité incendie. Donc, ils sont transis, ils ont froid, il y en a 2 qui ne se sont pas vus depuis 3 mois, ils commencent à déconner ensemble.
et vous pensez que vous allez les intéresser au fonctionnement des extincteurs. Alors les extincteurs, vous savez ce qu'on va faire, les extincteurs, vous allez me les laisser. Je vais leur apprendre ce que c'est, je vais leur apprendre comment ça marche, je vais leur apprendre à quoi ça sert, en e-learning. Et puis on va tester. Et on va tester qu'ils sont capables de reconnaître les agents extincteurs, les types d'extincteurs, les machins, etc. Et une fois qu'on sera sûr de ça, je vous les rends. Et puis là, vous allez faire votre vrai boulot, c'est-à-dire vous allez les mettre face au feu. Donc là, ils vont vivre quoi? Ils vont vivre la chaleur du feu, ok. Mais surtout, ils vont vivre le bruit du feu, le stress du feu. Et là, vous allez faire votre vrai boulot, votre vraie valeur ajoutée. Vous allez leur apprendre à sortir vivants de ce bazar. Ah ben, ça y est, ils voyaient ça d'une toute autre façon, ça devenait beaucoup plus intéressant, parce que je crois qu'eux aussi, très honnêtement, décrire les extincteurs sur un panneau appuyé au camion alors qu'il pleut, je ne suis pas sûr que ça les intéressait fondamentalement. Donc vous voyez à quel point il va falloir impliquer un certain nombre de personnes, mais à quel point, là, on est dans le vrai blended, et tout le monde apporte une valeur ajoutée, et la valeur ajoutée de l'un augmente la valeur ajoutée de l'autre. Leur crainte est de déposséder de leur mission. Leur chance, les savoirs ont été acquis en amont. Et qu'est-ce qu'il en reste? Leur vraie valeur ajoutée, transmettre les savoir-faire. Leur contrainte, s'approprier le e-learning et modifier leur animation en présentiel. Le management de proximité, ben, on en a déjà parlé, mais je rajouterai simplement accepter l'absence des collaborateurs, alors qu'il est physiquement présent. Quand ils ont un collaborateur qui est en formation pour une journée, une demi-journée, 2 jours, bon, il n'est pas là, il n'est pas là. Quand il est en train de faire une séquence e-learning, il est là. D'accord? Je vais aller le chercher parce qu'il y a du boulot. Accepter de servir de coach, de tuteur pendant la phase e-learning. S'impliquer, surtout si des exercices d'application sont proposés. Et assurer le suivi de la formation, e-training, exercice d'ancrage et d'entraînement à réaliser sur le LMS, à commenter avec le hiérarchique. C'est ce qu'on a déjà vu avec ces mini-cas qui arrivaient. Et puis derrière, nous, on est quand même en partie sur des métiers où la loi nous joue des tours de temps en temps. Donc on a à faire des mises à jour et des évolutions. La mise à jour d'un module, surtout nos modules sur étagère, elle repose sur nous. C'est à nous de mettre le module à jour et de fournir à nos clients des modules qui sont à jour de la législation. Il y a des modules qui ont été achetés par des clients qui sont des modules propriétaires. Parfois, le module n'a pas été utilisé depuis 2-3 mois parce qu'il n'y a pas eu de population à former. Donc, si je veux éviter qu'en catastrophe, on me dise il y a une formation qui démarre la semaine prochaine, il y a ça qui a changé. C'est aussi à nous de faire la veille et d'envoyer des mails aux clients. Et vous avez des modules qui sont certes des modules propriétaires, mais est-ce qu'il y a des besoins de mise à jour? Donc ça, c'est le module lui-même. Et puis, si on s'intéressait aussi à tous ceux qu'on a déjà formés, et qu'on a formés sur un certain nombre de choses, et un certain nombre d'éléments de réglementation, de ceci, de normes, viennent de changer. C'est là que le rapid learning a toute sa place, mais sous la forme d'un flash learning. Un module e-learning, tel qu'on les fabrique nous, ça dure entre 45 minutes et 1 heure. Sur une modification de normes, sur une modification de réglementation, sur une modification de processus, on peut très bien faire du flash learning qui, lui, va durer, allez, 5-6 écrans. Vous avez appris un certain nombre de choses. Ce que vous savez, c'est ça. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est ça. Bon, j'en ai 3 écrans, 4 écrans, 5 écrans, j'en ai pour à peine 5 minutes. Voilà un petit peu ces retours d'expérience qu'on a, nous. Pour ceux qui veulent en discuter plus longtemps, eh ben, séance de questions. Et puis pour ceux qui voudront en discuter encore plus longtemps, on est juste derrière au H42.